Bien dans sa peau, bien dans sa tête. Chers auditeurs et chères auditrices de Radio Pays d'Hérault et de RPH Sud, bienvenue dans l'émission Bien dans sa peau et bien dans sa tête. Cette émission vous est proposée par Ange Ménec. Bonjour Ange. Bonjour Christelle. Et Christelle Schirmer, et elle est dédiée à notre bien-être physique et mental. En effet, nous avons toutes et tous besoin de bien nous occuper de nous pour pouvoir être également bien avec notre entourage, notre famille, nos amis, nos collègues par exemple. Chaque mois, nous invitons des spécialistes et des professionnels qui nous proposent des voies diverses et variées pour nous aider à être bien ou mieux dans notre corps et dans notre tête. Les champs sont très vastes et nous allons les découvrir ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de développement personnel. Comment puiser au fond de nous pour faire sortir le meilleur qui se cache en nous? Comment rebondir après un échec ou une période difficile? Pour explorer ensemble ces questions et bien d'autres, j'espère, nous avons invité une jeune femme extraordinaire à multiples facettes. Bonjour Cindy Trier. Bonjour Christelle, bonjour Ange. Bonjour Cindy. Cindy, nous nous sommes rencontrés lors du premier salon du livre d'entreprise à Montpellier début novembre. Et nous avons tout de suite accroché. Alors, vous êtes un vrai feu d'artifice d'énergie positive. Je ne pouvais pas ne pas vous inviter à notre émission. Alors Cindy, dites-nous, qui êtes-vous ? Eh bien, écoutez, déjà un grand merci pour cette invitation. J'en suis particulièrement touchée. Je m'appelle Cindy Trier et je suis une jeune femme qui approche doucement la quarantaine, mais qui est fort heureuse puisque, somme toute, j'apprends de mes erreurs, j'apprends des expériences, j'apprends du passé et je m'offre de me lever le matin en sachant pourquoi je fais ce que je fais. Et en l'occurrence, j'ai cette chance incroyable de pouvoir cumuler un certain nombre de casquettes sous le couvert de celle de chef d'entreprise puisque depuis 11 ans désormais, j'ai le grand bonheur de pouvoir évoluer en tant que consultante auprès des chefs d'entreprise et des particuliers pour les aider à asseoir leur prestance, leur posture, leur assise managériale. J'ai de la même façon la chance d'évoluer sur les ondes de la radio, puisque je suis chroniqueuse radio depuis 7 ou 8 ans désormais. Et j'ai aussi cette chance incroyable d'être ce que l'on pourrait appeler la petite Jean-Pierre Foucault de la région Midi-Pyrénées, puisque je travaille pour le comité Miss Midi-Pyrénées pour Miss France en tant que maîtresse de cérémonie, ce qui m'offre de rencontrer des jeunes femmes bien plus élégantes et plus grandes que moi. Je fais ce que je peux du haut de mes 1m62. Et enfin, à mes heures perdues, je suis auteure et romancière de livres sur le développement personnel, mais également sur le thème du rebond et de la résilience dans le cadre des 5 romans qui sont jusqu'à présent sortis. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Un vrai feu d'artifice. Donc, Ange, tu as préparé un petit peu cette émission. Je te laisse la parole. Écoute, merci Christelle. Je vois que tu es intimidée, Christelle, par Cindy, parce que tu la vouvoies, alors que tu l'as tutoyée jusqu'à maintenant. Donc, on va se tutoyer. Je ne suis même pas rendu compte. Non, on va rester au tutoiement. Avec plaisir. Alors, écoute, Cindy, quand j'ai voulu préparer cette émission, j'ai regardé évidemment ton site. Et je me suis dit, mais par quel bout je vais prendre cette interview? Parce que Cindy est consultante, elle est formatrice, elle est romancière, elle est chroniqueuse, présentatrice de Miss. Mais par quel bout je vais le prendre? Donc, en fait, je me suis dit, mais pour que les auditeurs puissent en fait s'enrichir à t'écouter, je suis allé piocher quelques mots-clés sur ton site. Oui. Et j'en ai fait une espèce d'histoire, en fait, qui part d'un moment de résilience, c'est-à-dire d'échec, ou simplement d'interrogation sur son devenir, sur son futur, et pour arriver justement à ce que tu dis dans tes bouquins, c'est à la réussite et au succès personnel. Oui. Et pas uniquement que professionnel, d'ailleurs, hein, c'est peut-être un ensemble des deux. Tout à fait. Et donc, je te laisse la parole. Si on est à la suite d'un échec, ou simplement sur une simple interrogation sur sa vie. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà, j'ai envie de changer, mais par quel bout me prendre finalement et par quel chemin emprunter pour pouvoir évoluer et être celui que je rêverais d'être? Oui, c'est une excellente question et une sacrée question pour débuter cette interview. Merci Ange. Je crois que pour répondre à cette interrogation, il est important pour moi de remonter un petit peu le temps, si vous me le permettez. Parce que je crois que décider de se prendre en main, décider de tendre vers la réussite, quelle qu'elle soit, quels que soient les mots que l'on y met derrière, c'est d'abord à un moment donné, je crois,
une histoire qui fait que l'on est à tel point poussé dans nos retranchements qu'il nous faut à un moment donné décider de si l'on reste ou pas sur le bas-côté ou si on se prend en main pour se donner une chance de construire quelque chose d'opportun. Et en l'occurrence, pour ma part, j'étais une jeune femme extrêmement mal dans ma peau, mal dans ma tête, mal dans mon corps, et c'est très étonnant aujourd'hui que vous m'invitiez sur un sujet qui a pour vocation de mettre en lumière cette thématique-ci, pour la bonne et simple raison que lorsque j'étais petite, je cumulais les plaques d'eczéma, je cumulais les ulcères, je cumulais toutes ces crises de tétanie en lien avec une peur viscérale de l'échec. Quand je dis une peur viscérale de l'échec, vous pourriez en rire et je vous y autorise, c'est que j'avais à peine 7 ans, 8 ans, 9 ans, que déjà j'imaginais qu'une seule mauvaise note à l'école pouvait entacher à vitam aeternam ma réussite professionnelle. Je vous laisse imaginer ce que j'ai ressenti lorsqu'à mes 18 ans, j'ai échoué mon permis de conduire. Très concrètement, j'avais l'impression que c'était le bout du monde. Mais la vie, je crois, elle s'est amplement chargée de me remettre sur le droit chemin, puisque entre 18 et 20 ans, j'ai vécu une expérience incroyable, unique, atypique, formidablement humaine, puisqu'il s'agissait pour moi d'intervenir auprès des personnes qui se prostituaient sur Montpellier. Et mon travail à cette époque n'était pas de dire s'il s'agissait ou pas d'un vrai métier, d'une vraie ou pas profession. Mon travail était de veiller sur celles et ceux qui, aux heures les plus sombres de la nuit, vendaient leur corps pour nourrir leur famille. Et en l'occurrence, tandis que j'étais quelqu'un de très introverti et très mal dans ma peau, j'ai un soir perdu sur le terrain 5 femmes, 5 hommes, 5 travestis et transsexuels qui ont été sauvagement assassinés. Et je n'ai pas su me remettre de cet affront-là. Cette brutalité, cette ignominie, c'est quelque chose qui a fait que pour la jeune femme que j'étais, j'avais tout juste 20 ans, j'étais pas prête à endosser et à faire face à autant de violences gratuites. Et en l'occurrence, ça a été un chamboulement profond pour moi, puisque ça a été un déclic fondamental. J'ai décidé à partir de ce moment-là que tous ces petits points noirs que je voyais dans ma vie, que je percevais, que je ressentais, en réalité c'était de la pacotille, et que j'avais une chance incroyable, c'était d'être en vie. Et qu'au nom du seul fait que j'étais en vie, qu'on ne m'avait pas arraché cette vie-là, mes rêves, mes aspirations potentielles, que je devais vivre, pas seulement pour moi, mais pour ces femmes et ces hommes à qui on a entaché les rêves et à qui on a brisé tout simplement le seau de vie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de réfléchir à la façon dont il était possible de se prendre en main pour être à la hauteur de cet enjeu-là. Et bien sûr, ce n'est pas facile, mais cette décision, c'était déjà le premier point d'ancrage qui faisait que j'étais déterminée à faire quelque chose de ma vie. Waouh! On reste un peu sans voix après ce témoignage inattendu. Juste une question par curiosité. Quel était ton rôle dans cet accompagnement? J'étais co-responsable de mission et j'avais plusieurs rôles. Celui de veiller sur les 18 bénévoles en poste et chaque nuit, lorsque nous intervenons sur les abribus au cœur des ruelles de Montpellier ou sur le pourtour, sur les routes nationales, je conduisais un vieux camion de la poste floqué aux couleurs de Médecins du Monde et notre travail était à la fois d'offrir aux personnes qui se prostituaient un moment de répit, de chaleur, de convivialité quand il faisait froid. Ça pouvait paraître dérisoire, mais d'offrir un thé, un café, une madeleine, un bonbon, un temps d'écoute, mais également, et de façon beaucoup plus crue, et je vous prie de m'en excuser, chers auditeurs, c'était de faire des démonstrations de port de préservatifs sur la façon dont on pouvait préserver sa santé. C'était aussi de sensibiliser aux droits qui pouvaient être les leurs lorsqu'elles étaient sous le joug du proxénétisme. Et toutes ces choses-là, ça avait pour moi une valeur incroyable et c'était très dur. Pourquoi? Parce que je devais veiller à la fois sur mes équipes et à la fois sur le bien-être de personnes qui étaient soumises à des niveaux de violence extrêmement importants. Donc c'était ce travail de coordination, d'écoute qui ont fait partie intégrante de ces missions de l'époque. Donc ce drame a été pour toi un déclencheur? Totalement. Ça a été vraiment le déclencheur. Il a fallu quand même, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je savais juste que ce soir-là, en rentrant, quand j'ai pris ma douche, je me suis effondrée. Et c'était la première fois que j'étais plus capable d'endosser cette violence-là, des défenestrations, toutes ces choses-là. J'étais coutumière de ces propos, mais je ne les avais jamais vécus de front de la sorte. Et ça, j'ai fui Montpellier. J'étais incapable très, très honnêtement, de revoir la festivité, le soleil montpelliérain.
j'avais qu'une envie, c'était m'éloigner de tout ceci pour me préserver et obtenir, je l'espérais, un sursaut psychologique pour pouvoir trouver la force de m'en sortir. Et ça, je crois que une fois que j'ai quitté les rues montpelliéraines, j'ai compris qu'il fallait que je me ressaisisse. Et c'était vraiment comme quelque chose au fond de moi, au plus profond de mon cœur, de se dire, tu n'as aucune raison de te plaindre, bats-toi, vis tes rêves, quels qu'ils puissent être, mais honore la vie de ces hommes, de ces femmes qui ne pourront plus jamais faire quoi que ce soit de leurs propres souhaits. Et donc, tu as décidé de réorienter ta vie, ta carrière. Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, ça a été une période charnière, une période douloureuse, puisqu'en arrivant sur Toulouse, je devais intégrer une école pour laquelle j'avais passé un concours et que j'avais eu la chance de réussir haut la main, mais contre toute attente, tandis que j'avais aménagé, quitté ma famille pour pouvoir regagner cette nouvelle région. L'école a refusé de m'intégrer, puisque la direction, entre-temps, avait changé, et la direction ne comprenait pas mon parcours initial. J'étais issue d'un master de sociologie et la sociologie n'était pas prise au sérieux pour cette école de RH que je souhaitais intégrer. Et je me suis retrouvée au chômage dans une période, une conjoncture difficile et c'était pas dans mon tempérament de rester à la maison. Et ça a été très dur parce que du coup j'ai cumulé pendant 3 années des métiers, des petits métiers qui se sont cumulés les uns aux autres. Je travaillais 13 jours consécutifs sans repos, je travaillais 10 à 12 heures par jour, de 5 heures du matin jusqu'à minuit le soir. J'ai tenu un rythme et une cadence assez effarante et tout ceci sans pouvoir reprendre mes études parce que j'avais pas les moyens du coup de pouvoir subvenir différemment et bien que mon papa et ma maman m'auraient bien sûr aidé si je l'avais demandé, mais j'avais cette espèce d'autonomie et ce besoin d'indépendance et en l'occurrence j'ai fait comme j'ai pu jusqu'à ce que je décide de reprendre mes études à l'âge de 27 ans et que j'intègre un master en management en direction de centre de profit à vocation de créer ma propre entreprise. Et ça, c'était un rêve auquel j'aspirais depuis une dizaine d'années sans vraiment oser le formuler, mais c'était vraiment ce leitmotiv de me dire tu peux faire quelque chose de ta vie. Tu avais l'impression qu'au fond de toi, il y avait quelque chose qui est de plus grand, de plus fort, qu'il fallait que ça mûrisse et que ça sorte. Exactement. Et puis, Christelle, pour être transparente, cette période où j'ai cumulé différents emplois, elle a été d'une violence inouïe. Pour moi, en tout cas, pour le petit cœur de jeune femme que j'étais, j'ai cumulé un certain nombre de affres, à l'image du harcèlement moral, à l'image de la mise au placard, à l'image du licenciement abusif. À moins de 25 ans, j'étais déjà au prud'homme. C'était quelque chose qui pour moi dépassait l'entendement et je ne comprenais pas ce que je faisais comme erreur ou quel pouvait être mon comportement qui était à l'origine de tant de tracas successifs. Et pour rien au monde, je voudrais revenir dans le passé, très honnêtement, parce que ça a été une période difficile. Mais le fait de vivre cette déconsidération de la part de mes employeurs, ça a été une rage pour moi, mais positive et constructive de m'en sortir en me disant, si tu dois créer une entreprise, que peux-tu faire humblement pour que ça puisse lutter et prendre le contre-pied de ce que tu as vécu. Et là, tout s'est mis en place dans ma tête, de se dire si j'avais vécu ces choses-là, c'était pour pouvoir mieux en parler et potentiellement, je l'espérais, mieux protéger les salariés. Et c'est comme ceci que j'ai créé Tremplin Carrière et que j'ai commencé à intervenir avec passion auprès des chefs d'entreprise pour leur partager quels pouvaient être ces leviers à même de dire les choses avec le plus de tact, de rondeur et de pédagogie possible pour que l'on évite les malentendus, les tensions et puis finalement tous ces non-dits et ces conflits qui parasitent les entreprises. Donc on parlait de résilience, typiquement c'est le cas d'école. Après tous les déboires que tu as connus, c'est l'art de rebondir, hein, la résilience. C'est tout à fait ça, et je trouve que c'est un mot qui peut paraître un peu générique parfois, parce que c'est la grande mode, mais enfin faire preuve de résilience, pour moi, c'est quand même une certaine maturité, un certain recul sur la vie, une certaine abnégation à vouloir s'en sortir, parce que quand on est au plus faible finalement de ses ressentis, c'est là où il faut avoir la volonté de se battre. Et moi j'estime qu'avec le recul, que j'ai vécu des choses difficiles, mais que d'autres ont vécu bien pire, et que du coup je refuse de me plaindre, et même si j'ai peut-être encore du mal à dire merci aux personnes qui m'ont fait souffrir, je n'ai plus d'animosité, j'ai plus de colère, j'ai plus de rancœur, j'ai plus de rancune, parce que je me dis que la force de caractère qui est la mienne aujourd'hui, je le dois sans doute à ces moments douloureux qui m'ont fait contraindre de vivre. Donc après la résilience, c'est le changement.
Hein, tu as décidé de changer et tu as intégré cette école. Alors du coup, j'ai intégré cette école et c'était très déroutant parce que j'avais déjà 27 ans et que du coup, j'avais presque 10 ans de plus que la moyenne des jeunes gens que je côtoyais. Du coup, il y avait une espèce de petit décalage par rapport à l'expérience vécue et en même temps, c'était très beau, c'était très, très, très riche de sens. Et surtout, ce qui a été fabuleux pour moi, qui était une angoissée notoire des études, puisqu'avec toujours à l'époque cette peur de l'échec, je savais pourquoi je me levais le matin. Dès que j'écoutais un cours, un professeur, un formateur, je prenais des notes en me disant ça, je sais qu'à un moment donné, ça pourra m'être utile. Ça peut représenter de la valeur ajoutée. Tiens, ça pourrait être un sujet de formation qu'un jour je serai capable d'implémenter. Et donc du coup, même si j'étais en difficulté, j'avais cette envie de bien faire et de rentabiliser cette année en vue de créer en suivant cette entreprise dont j'avais à ce moment-là l'idée. On parle souvent de sortir de sa zone de confort. Oui. C'est exactement ça finalement. Ouf, oui. Et j'ai envie de vous dire que mon quotidien est une sortie de zone de confort permanente. Et il y a des personnes qui ont besoin d'apprendre à dire non, vous savez, pour prendre du recul, pour se préserver, pour se protéger. Et moi, j'ai voulu apprendre à dire oui. C'est-à-dire que même quand il y a quelque chose de terrifiant qui m'empêche de dormir, mais que je sens à l'intérieur que ça pourrait être une belle aventure, je décide de le faire, de me lancer à bras le corps. Du coup, mon capital sommeil est lourdement entaché, mais je suis heureuse de me dire tu vas vivre quelque chose d'unique, d'atypique, d'extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, c'est sans aucune prétention, je ne pense pas au tapis rouge, je pense juste à sortir du quotidien, du moule extra, de l'ordinaire. Et ça me motive plus haut point. Ce que j'ai lu également dans ton site, c'est être acteur de sa vie. Oui. Pour le coup, tu as voulu reprendre les rênes de ta vie et être l'actrice de ta propre vie. C'est tellement juste. J'ai voulu devenir acteur, moteur et décisionnaire de ma propre vie. J'ai voulu me dire que si il arrive un jour quelque chose, si demain je passe sous un bus, si demain il m'arrive cet affre qu'ont vécu ces dames qui ont été jetées par-dessus bord, par-dessus pont, qui sont passées sous les roues d'une voiture, s'il m'arrive quelque chose comme ceci, je veux faire partie de cette catégorie des gens qui ne seront pas passés à côté de leurs rêves. Ça peut paraître un peu bateau et je vous prie de m'en excuser, mais c'est simplement de se dire qu'il y a une étude qui a été menée et qui dit que 95% des gens sur leur lit de mort disent regretter le fait d'être passés à côté de leur vie. 95%. Et si j'ai un défi dans ma vie, c'est de me dire, Cindy, fais ton possible pour appartenir à ces 5%. Ne regrette rien. Essaye-toi. Et si tu dois te planter, ben, tu pleureras un bon coup, mais tu repartiras avec l'expérience acquise. Et c'est un peu ce leitmotiv qui me porte au quotidien. Et qui est plus que ça peut-être aussi, parce que tu formes, tu coaches, tu accompagnes. Ça veut dire que tu ne veux pas le faire seulement pour toi, mais tu veux aussi transmettre ce message pour que d'autres personnes aient autre chose à penser sur leur lit de mort que de se dire « je suis passée à côté de ma vie ». Ça me touche, Christelle, que tu le formules comme ça. C'est tellement juste, c'est tellement vrai. C'est se dire que une fois que j'ai appris ces mécanismes de la résilience, du rebond, de tout ce qui va être enclin à l'optimisme et à la façon dont on peut arriver à conditionner à bon escient son cerveau, je trouve que c'est bête de le garder pour soi. On n'en retire rien. Pour moi, c'est de me dire, j'aurais aimé l'apprendre plus tôt, j'aurais aimé moins souffrir de ces désidératas. Et si je peux le partager, si certaines personnes sont prêtes à m'écouter, à tester, à s'essayer, à ne pas prendre pour parole d'évangile ce que je raconte, à me disséminer des petites clés susceptibles de faire la différence, alors oui, je sais pourquoi je me lève le matin. Alors, il y a une chose à laquelle vous êtes toutes les deux très attachées, Christelle et toi, Cindy, c'est le pouvoir des mots. Alors, j'aimerais que tu développes, peut-être même, Christelle, tu peux aussi dire ton mot, parce que je sais que tu es très attachée à cette thématique. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à nos auditeurs sur le pouvoir des mots? Comment les mots peuvent transformer notre propre vie? Il y a une chose, Ange, qu'il nous faut appréhender, dont on ne prend pas forcément la mesure. C'est que le cerveau, ce n'est ni notre meilleur ami, ni notre pire ennemi. C'est notre meilleur allié. Ça veut dire que quoi que l'on dise, que ce soit vrai ou faux, que ce soit positif ou négatif, il le prend pour argent comptant. Ça veut dire que si on se répète des petites phrases du style « je suis incapable, j'y arriverai jamais », le cerveau se met simplement en accord avec ce que l'on est en train de verbaliser. Donc il va se mettre en branle
foule, pardonnez-moi l'expression, mais simplement pour se dire, eh bien écoute, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte qu'elle échoue? Et c'est juste qu'il va réfléchir en accord avec ce qu'on lui a donné à manger. Et pour moi, le pouvoir des mots, c'est une façon de nourrir notre cerveau, notre intellect, de choses constructives qui vont l'alimenter à bon escient, de sorte que lorsque l'on veut prendre des décisions, lorsque l'on veut se lancer des défis ambitieux, que l'on puisse avoir un cerveau disposé à nous aider plutôt qu'à nous tirer vulgairement une balle dans le pied. Des exemples, je veux des exemples. Alors, par exemple, il y a une métaphore que je trouve assez incroyable, c'est ce que l'on appelle l'écho de la montagne. On s'imagine, Ange et Christelle, que vous êtes en bas de la montagne, vous enfilez vos chaussures de rando, vous prenez votre petit sac à dos avec votre gourde, et puis vous montez 400 mètres de dénivelé. On est d'accord qu'on a perdu un poumon en cours de route, mais enfin on s'en fiche, on arrive face à l'horizon et on s'imagine qu'on a envie de déverser toute la colère qui est la nôtre. J'en sais rien, de se dire par exemple, j'en ai marre de mes kilos en trop, j'en ai marre de cette vie de célibataire. Eh bien, la montagne, c'est de se rappeler cette jolie métaphore qui est celle de l'écho de la montagne. Quand on parle en haut d'une montagne, cet écho renvoie, vous êtes d'accord, les derniers mots. Eh bien, si vous dites par exemple, j'en ai marre de ces kilos en trop, quel est l'écho, la gymnastique d'écho? Kilo en trop, kilo en trop, kilo en trop. Et en fait, dès lors que vous passez votre propos, votre langage, vos manières de vous exprimer sous le prisme de l'écho de la montagne, si ça vous renvoie en boomerang des mots qui sont négatifs, sachez que l'on se tire à ce moment-là une balle dans le pied. Il vaut mieux se dire, j'aspire, bon sang de bonsoir, à un joli poids de forme. Poids de forme, poids de forme, poids de forme. Au lieu de se dire, j'en ai marre d'être célibataire, j'aspire à rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Homme ou femme de ma vie, homme ou femme de ma vie. Et c'est une façon, je trouve, ludique, accessible, de se poser les bonnes questions sur la façon dont on va émettre un propos. Et ça, c'est une belle manière de se préserver de la négativité, de la morosité déjà ambiante et de fait de tout ce que nous, on peut insuffler de négatif. Sur ce, nous allons faire une pause musicale et quelle meilleure chanson pouvons-nous passer que Aller au bout de nos rêves de Jean-Jacques Goldman. Allons-y ensemble. Chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et de RPH Sud, vous êtes dans l'émission Bien dans sa peau, bien dans sa tête, en compagnie aujourd'hui de Cindy Trier et nous allons au bout de nos rêves, c'est décidé. Et Cindy nous donne la recette et nous montre le chemin. Donc je ne sais plus où on était. Eh bien, on était au pouvoir des mots et je voulais justement t'interroger, Christelle, parce que je sais que c'est quelque chose à laquelle tu tiens, le pouvoir des mots. Oui, je vais juste dire un mot parce que tu sais bien, si on me lance sur ce sujet, là je suis intarissable. Nos mots créent notre vie. Ça crée nos mots MAUX aussi. Hein. Donc il est très très important de faire attention aux mots que nous utilisons. Des mots bienveillants. Parlons de solutions au lieu de parler de problèmes. Parlons de c'est intéressant au lieu de dire c'est compliqué. Ça peut être complexe, mais compliqué, ça bloque. N'utilisons pas des expressions, ce gâteau au chocolat est une tuerie, comme j'entends souvent, c'est horrible, une tuerie c'est autre chose, un gâteau au chocolat est délicieux, et quand vous dites délicieux, rien qu'en le disant, vous avez déjà l'eau qui monte à la bouche. Donc, des mots violents, et ça a été prouvé par les neurosciences, actifs dans notre cerveau pour une milliseconde les mêmes zones de douleur, comme si on vous pique avec une aiguille. Donc, réponse, shoot de cortisol, shoot d'adrénaline, nous nous empoisonnons en écoutant, en entendant et en disant des mots violents. En ce moment, nous sommes gâtés, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vais arrêter là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, nous allons revenir, Cindy, sur ton chemin de vie, sur ta mission de vie. Et toujours sur le pouvoir des mots, la négation. Oh, la négation. Oh, mais c'est une excellente remarque. Le cerveau n'entend pas la négation. Le ne pas, le ne plus, le cerveau ne l'entend pas. Vous savez, quand on dit aux enfants, ne saute pas dans la boue, n'embête pas ton frère, ne cours pas.
Généralement, ils courent, ils embêtent le frère et ils continuent à sauter dans la boue. C'est pour ça qu'il est important quand on dit à quelqu'un, par exemple, ne t'inquiète pas, en voulant bien faire, et bien finalement, ce que le cerveau de la personne en face de nous entend, c'est inquiète-toi. Et ça peut être très intéressant en termes de gymnastique intellectuelle de dire rassure-toi, tout va bien se passer. Plus facile à dire qu'à faire, hein, puisqu'il faut s'habituer à ce type de mécanisme. Mais le ne pas, le ne plus sont des choses que le cerveau n'entend pas. Donc si vous dites je ne veux plus être mal dans ma peau, qu'est-ce que le cerveau entend? Je veux être mal dans ma peau. Et je dis dans mes formations toujours, tout ça, ça vient quand même de très loin, parce que c'est une abstraction de réfléchir à ce qu'on dit ne pas faire, c'est le contraire qu'on te demande. Un enfant de 2 ans et demi ne peut pas faire cet exercice. Et à l'époque du tigre à dents de sabre, lorsque les Néandertals ou nos ancêtres, s'ils se disaient « tu ne dois pas rester en place », le temps de comprendre qu'il fallait courir, ben, le tigre nous avait mangé. Donc notre cerveau est fixé sur les verbes d'action. Et donc si vous voulez quelque chose, dites ce verbe d'action que vous voulez faire et pas le contraire. J'adore, c'est magnifiquement dit, Christelle. Alors, on parle souvent de croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une pensée selon laquelle on est presque auto-convaincu qu'on ne pourra pas réaliser quelque chose, quoi que ce soit. Cette pensée limitante, c'est de par ces petites phrases répétitives et négatives du type « j'y arriverai jamais »,« qui suis-je pour y parvenir »,« je vais me planter »,« je suis pas à la hauteur », eh bien le cerveau, comme il prend pour argent comptant ces informations qu'on lui communique, telles que je vous le disais précédemment, eh bien il se conditionne avec cette idée selon laquelle on n'est pas capable de le faire, eh bien du coup on finit par en être auto-convaincu. Et finalement, eh bien, en étant auto-convaincu qu'on ne peut pas y arriver, on ne va pas forcément se donner les moyens requis ou oser ne serait-ce qu'aller chercher des solutions pour y parvenir. Et on va presque alimenter notre cerveau en disant « Ah ben, tu vois, tu avais raison de ne pas y croire, tu n'y es pas arrivé. » Et ça, cette pensée limitante, c'est quelque chose qui est horripilant parce que ça peut avoir un impact sur le long terme extrêmement prégnant. Donc, chassez vos croyances limitantes, osez sortir de votre zone de confort et pour ce fait, alimentez votre cerveau de phrases positives, de mots porteurs. On pourrait peut-être ajouter, Cindy, que les croyances limitantes peuvent venir également de nos parents, qui nous ont transmis eux-mêmes leurs propres croyances limitantes et qu'on a fini par intégrer à notre pensée de manière quasi automatique. Mais c'est tellement vrai. On appelle ceci les messages contraignants. Les messages qui ont été portés par nos figures d'autorité. Papa, maman, les grands-parents, l'église, l'armée à l'époque. Et ce sont des messages avec lesquels on se construit. Combien de dames viennent me voir à mon cabinet et me disent « Moi, mon mari, c'est un roc. Et mon mari, il peut rien lui arriver, mon mari, il est solide, mon mari, il est fort. » Et ça m'inquiète toujours, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit, si ça se trouve, c'est tout à fait le cas, il est solide comme un roc, peut-être aussi dans ces messages de croyance, hein, les messages contraignants de l'époque, on lui disait les garçons ça ne pleure pas, les garçons ça ne s'épanche pas sur leurs difficultés ou leurs maux, un garçon c'est fort et ça c'est un message contraignant avec lequel on se construit, que l'on prend pour argent comptant comme une vérité à part entière et cette croyance devient un état de fait et presque comme un pan de notre personnalité, mais heureusement pour nous, on peut prendre le contre-pied en modifiant notre façon de penser et on peut le faire même sur le tard. Alors, il y a l'antidote, l'antidote d'une croyance limitante ou d'un message contraignant, c'est de se donner le droit. C'est-à-dire, j'ai le droit d'être ceci, j'ai le droit d'être cela, j'ai le droit de faire ceci, j'ai le droit de faire cela. C'est s'autoriser à faire quelque chose. Exactement. Et de cette manière-là, on se libère, si tu veux, du fardeau qu'on nous a mis ou qu'on s'est mis soi-même sur le dos. Exactement, c'est très juste. Ouais. Merci. Je n'avais pas pensé à le dire. Alors, on reprend la personne qui veut changer, qui à la suite d'un problème, pourquoi pas une reconversion, un licenciement, ou qui a simplement besoin d'évoluer dans sa carrière, a décidé de changer, sort de sa zone de confort, devient acteur de sa propre vie, utilise le pouvoir des mots dont tu nous as donné quelques recettes, et maintenant, qu'est-ce qu'il lui faut? L'enthousiasme. C'est le moteur. C'est le moteur. Il y a l'un de mes premiers livres, s'intitule « Audace, enthousiasme et persévérance, les clés de la réussite ».
Pour moi, ces 3 mots, additionnés les uns aux autres, peuvent changer le quotidien d'un individu. Faire preuve d'enthousiasme dans ce que l'on entreprend, le faire avec le sourire, le faire avec du baume au cœur, c'est quelque chose qui va, je pense, modifier un peu comme l'énergie dans une salle. Vous le savez, parfois on travaille avec des collègues qui râlent, qui bisquent, qui boudent, qui sont toujours en colère ou qui sont négatifs. Et quand on rentre dans cette salle, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressenti, c'est opaque, c'est lourd, on ne se sent pas forcément bien. Alors que quand nous-mêmes, on insuffle quelque chose de dynamique, d'enthousiasmant, eh bien, je crois que par vase communicant, la personne en face le reçoit, se l'approprie, et du coup, on devient 2, puis 3, puis 4, à être dans une tonalité plus plaisante. Et quand on est dans quelque chose de plus plaisant, on est mieux armé, je le crois, pour faire face aux défis de la vie. C'est une espèce de contagion émotionnel, en quelque sorte. Alors, comment on peut s'entraîner? Parce que toi, tu le fais très bien, Cindy. Comment on peut s'entraîner à créer ça consciemment? Parce que si on sait comment ça fonctionne, tous ces mécanismes, c'est-à-dire on peut travailler, on peut s'entraîner. Comment on fait pour créer cette ambiance positive? Alors, je peux vous partager une petite anecdote. Elle ne coûte pas 1 centime, c'est promis, mais elle est d'une efficacité redoutable. Je me brosse les dents 3 fois par jour, je me lisse les cheveux, ou bref, je passe du temps de temps en temps devant le miroir quand je suis à la salle de bain. Et depuis des années, j'ai apposé sur un petit bout de papier, joliment découpé, de petites phrases qui ont un sens très fort pour moi. Et par exemple, je peux dire « J'adore ma vie, elle est exceptionnelle, j'ai épousé un homme complice et attentionné et créé une entreprise au potentiel magnifiquement renouvelé. » Ça vaut ce que ça vaut, mais cette phrase, quand je la dis, elle me met du baume au cœur. Du coup, même si je suis d'humeur grognon, le seul fait de la lire, c'est ce que je donne à penser à mon cerveau, que ma vie, elle est exceptionnelle. Et même si ce n'est pas le cas, je décide, en lui donnant cette information-là, que c'est quelque chose qui doit être pris pour argent comptant. Du coup, au lieu de me dire « j'ai peur, je ne sais pas si je vais y arriver, la journée s'annonce difficile, est-ce que je serai à la hauteur ?» Non, ma vie est exceptionnelle. Et à ce titre-là, le fait que ça génère un sourire chez moi, ça participe d'agrémenter le taux hormonal et de le câbler sur une fréquence positive qui limite, tu en parlais tout à l'heure Christelle, le niveau de cortisol et qui va révéler une hormone beaucoup plus constructive. Je l'ai plus sur le... Oxytocine et dopamine. Voilà, merci. Et qui va de fait contribuer activement à générer un comportement plus pétillant. Et ça, ça n'a pas de prix et ça ne coûte rien, si ce n'est de réfléchir un instant à des mots qui vont se succéder les uns derrière les autres et qui, dès lors qu'on les lit, nous mettent du baume au cœur, indépendamment de la situation dans laquelle on se trouve. Et ça, c'est quelque chose qui nous rappelle à chaque instant, en tout cas pour moi, que la vie se vaut d'être vécue. Je ne sais pas où est-ce que j'ai lu que donner un sourire... ça ne coûte rien, mais ça peut emporter gros. Exactement, ça coûte moins cher que l'électricité, nous disait l'abbé Pierre à l'époque. Oui, en effet, c'est une très belle façon de voir les choses. Surtout au prix de l'électricité aujourd'hui. Sourions. Alors, on cultive son enthousiasme, et maintenant, il faut bouger. Pour bouger, il faut la motivation. Alors, comment générer cette motivation? Parce que si on ne bouge pas, on stagne. Et dans un désir de changement, il faut avancer. Et pour ça, pour avancer, il faut motivation, ça vient de movere, hein, bouger, se mouvoir. Oui. Alors, comment peut-on se motiver à être motivé? Alors, en fait, je crois que la question de motivation, c'est aussi quelque chose qui doit être associé à la notion d'objectif. Et quand on a un objectif clair, quand on sait où l'on veut aller, c'est déjà plus simple de savoir comment réfléchir à la façon de s'y prendre. Mais pour rester motivé sur la durée et que ça ne soit pas une résolution que j'appelle de premier de l'an, c'est-à-dire qu'au bout de 2 coupettes de champagne, on est prêt à arrêter de fumer ou à faire le marathon de New York, 3 jours après quand on a des cuvées, vous êtes bien d'accord que ces résolutions sont restées au placard. Pour que l'on reste motivé sur la durée et que l'on puisse tendre vers un objectif ambitieux, je requiers pour ma part à ce que l'on appelle la technique du salami. Qu'est-ce donc? C'est la capacité à trancher, à compartimenter, à sectionner un gros objectif en sous-objectifs accessibles.
Et j'ai même envie de te dire, Ange, au risque que l'on se moque de moi, je pense souvent à la technique du PPPP, du plus petit pas possible. Une étude très sérieuse en neurosciences aux États-Unis a été conduite par un monsieur qui a mis en lumière que si l'on veut changer durablement sa vie, on doit recourir à la technique du plus petit pas possible. Et qu'est-ce que c'est? C'est de compartimenter à tel point l'objectif que l'on se fixe que l'action à conduire n'excède pas les 30 secondes. Je vous donne un exemple. Je vous disais que je présentais les Miss France. Vous avez vu mon gabarit, je ne suis pas tout à fait une Miss. Du coup, quand je sais que j'ai 2 petits kilos en trop et que pour rentrer dans mes robes à paillettes, une fois venue la saison, il me faut me remettre au sport. Mais comme je travaille 80 heures par semaine, je dois vous dire que parfois je suis un peu fatiguée, un peu éprouvée. Eh bien, cette technique du plus petit pas possible, elle est toute simple. Au lieu de me dire je vais faire une séance d'abdos qui va durer 20 ou 30 minutes, la faire pendant 2 jours sous le couvert d'une motivation momentanée, eh bien, je vais décider de faire des abdos moins de 30 secondes. Du coup, je fais 2 abdos et là, eh bien, le lendemain, je me dis c'est un peu ridicule, Cindy, tu pourrais en faire 3. Sauf que j'ai déjà habitué à faire à mon corps 2 abdos. Donc je vais en faire 3. Et puis après, naturellement et en douceur, mon cerveau ne se permet pas l'excusite aiguë. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le lundi, vous allez faire votre demi-heure de sport, le mardi, la demi-heure de sport, le mercredi, où il fait trop chaud, où il fait trop froid, où il y a du vent, où on est fatigué, et donc on va se trouver un millier d'excuses. Or, quand vous recourez à cette technique toute simple de l'exercice sous le couvert de moins de 30 secondes, on a très peu de latitude, on a très peu de place à l'excuse. Et donc, du coup, on fait. Et en faisant régulièrement, on habitue notre corps, on habitue notre esprit à exercer le premier palier vers l'objectif que l'on vise. Et ça, c'est comment durer eh bien, sur le long cours. Alors moi j'ai une image à la place du PPPPM ou PPPP, oui, le plus petit pas possible. Moi on mange un éléphant par petites bouchées. Ah ben voilà. C'est la même idée. C'est la même idée. Alors, on est maintenant enthousiaste, on est motivé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour maintenir la motivation? Parce que la motivation, elle peut être fluctuante. Est-ce que tu as des conseils pratiques pour maintenir la motivation à flot? Parce que c'est ça le problème. Souvent, on part, on est motivé, et puis au moindre écueil, à la moindre petite dépression, on abandonne. On dit ah non, c'est pas pour moi. Et une fois qu'on a lâché le morceau, c'est pas évident de revenir, reprendre le cours de notre désir de changement pour atteindre l'objectif dont tu parlais. Je crois que c'est très important de bien s'entourer. Jim Rohn a dit un jour, nous sommes la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. C'est une phrase qui est magique lorsqu'on en comprend le sens. Si vous restez entouré de personnes qui vont discréditer vos actions, ou qui ont peur pour vous et qui vous disent eh ben, tiens, tu veux créer ton entreprise, mais enfin tu te rends compte, la conjoncture ne s'y prête pas, tu serais mieux à rester dans le salariat avec un salaire qui tombe à la fin du mois. On est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus, ça veut dire que l'on va rester au carrefour finalement des façons de penser de ces gens, de ces systèmes de représentation qui nous entourent. Rester motivé, je le crois, c'est augmenter notre propre moyenne en s'entourant de personnes positives, constructives, de personnes qui ont potentiellement échoué, mais qui ont relevé la tête, qui se sont battues pour pouvoir réessayer quelque chose de nouveau. Ça peut être, si on est trop timide et que l'on n'ose pas forcément aller côtoyer des gens de plus grande envergure que nous, regarder des conférences, lire des livres sur le développement personnel, s'offrir un coaching, un accompagnement personnalisé, c'est véritablement de s'entourer de personnes ayant l'état d'esprit combatif pour que le nôtre puisse être eh bien, inspiré par cette abnégation dont les gens font preuve autour de nous. Ça, ce serait un conseil que je pourrais partager. Oui, s'entourer de gens positifs et qui nous permet de garder notre motivation à flot. Alors moi j'ai encore une autre suggestion en complément de ce que tu viens de dire, Cindy. Lorsqu'on fait un petit pas, il y a une manière
de ruser avec notre cerveau Ah oui. pour maintenir justement cette énergie, c'est de se récompenser. C'est de se récompenser. On s'offre, si on a réussi à faire quelque chose qu'on n'aimait pas trop faire à la base, et qu'on a malgré tout qu'on a réussi à faire, c'est se récompenser, s'autoriser un carré de chocolat, une glace, un cinéma. J'ai dit un carré, j'ai pas dit la tablette. Cindy, elle a perdu ces 2 kilos-là, elle va les reprendre. Alors du coup, il va falloir faire des abdos à l'âge. Et alors ce qui se passe dans ces cas-là, c'est qu'on crée un ancrage positif dans notre cerveau. Ce qui veut dire que on aura plus facilement, ce sera beaucoup plus facile par la suite de recommencer à remettre un pas en avant, parce que notre cerveau aura conservé cette récompense. C'est très juste. Au lieu d'être dans la contrainte, d'être dans la récompense. Dans le plaisir. Oui. Dans le plaisir. Dans le plaisir. Et tant qu'on est dans le plaisir, c'est plus facile après de garder la motivation à un bon niveau. Tout à fait. Et même j'ai envie de dire en complément, c'est-à-dire le soir quand on se couche, par exemple, une petite technique qui marche formidablement bien. On le sait, hein, le soir on rumine, on a le cerveau qui cogite sur toutes les choses négatives qui se sont passées durant la journée. Et bien moi j'ai une petite astuce, quand je me couche, je me dis tiens, merci pour cette place de parking que j'ai trouvée, tiens, merci pour cette belle formation, merci pour ces rencontres, merci pour ce soleil qui a brillé, merci pour ce sandwich qui somme tout était mangeable, merci d'avoir eu le courage de prendre l'escalier alors qu'il y avait 7 étages à monter plutôt que l'ascenseur. Ça peut paraître ridicule, mais on est tellement habitué à mettre le curseur sur ce qui ne va pas, que l'on n'habitue pas notre cerveau à se rendre compte de toute cette chance que l'on a au quotidien. C'est très vrai. Et à ce titre-là, on donne une fois encore au cerveau, pour rester motivé, un recul, un regard sur toutes ces jolies choses qui se sont passées dans le courant de la journée, indépendamment des obstacles ou des contrariétés que l'on a pu Et on peut entraîner notre regard, ça veut dire que la même situation que nous avons vécue, nous pouvons la interpréter de façon négative ou de façon positive. Tout à fait. Moi, je voudrais ici dire un grand merci à ma maman qui m'entend peut-être là où elle est, parce qu'elle nous a appris à avoir toujours le côté positif de n'importe quelle situation. Donc c'est aussi un entraînement. Hein. C'est aussi quelque chose qui nous permet d'être plus joyeux dans la vie, d'être plus serein, d'être plus zen, d'être plus, voilà, plus cool avec tout le monde, avec soi surtout. Je vois que le temps avance, il nous reste 10 minutes je crois, et on voudrait parler quand même un petit peu de tes livres, Cindy, parce que bon, on a... Oui, mais c'est important. Ange, il a encore tellement... On peut rester 2 heures, là. Il a tellement de mots et tout. Quand même, mais là, on a encore pour 1h30. Non, je voudrais quand même... Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas, je réponds aux questions. Si tu arrives à le faire en 30 secondes... Non, pas en 30 secondes. Je voulais que tu nous parles de oser. Oser. Oui. Hein. Alors, une fois qu'on est motivé, à un moment donné, il faut oser demander, il faut oser taper aux portes, il faut oser... faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire. alors là, je pense que je vais mettre tous les deux d'accord. Je peux rejoindre les livres avec ce terme-là. Oui, il y a une citation qui a été extrêmement significative pour moi et que je me répète chaque matin. Cindy n'aie pas peur d'être la plus petite d'un grand. Cindy n'aie pas peur d'être la plus petite d'un grand. Ce que ça veut dire pour mon cerveau, c'est que, indépendamment du fait que j'ai toujours pu ressentir le fait que je n'avais pas la notoriété, la légitimité, la crédibilité requise pour faire de grandes choses, je me suis toujours répété, eu égard à ce que je vous disais précédemment, il faut s'entourer de personnes qui ont réussi mieux que nous pour tendre vers le haut notre propre moyenne. Et bien c'est en écrivant mes livres que j'ai osé réaliser les plus grandes choses. Et à ce titre-là, parmi les 5 romans notamment que j'ai eu le bonheur d'écrire, j'ai été systématiquement accompagnée de personnalités que j'ai osé solliciter. À l'image, par exemple, de Philippe Croizon, le premier quadri amputé à avoir traversé la Manche. Qui a fait la préface de ce livre que j'ai lu, hein, et j'ai donné son nom à une étoile, titre très poétique, mais livre très dur à lire. Hein. Moi, je me suis dit, comment cette petite Cindy, elle peut parler des choses aussi graves, là, le génocide en Rwanda, qui est décrit par une personne qui l'a vécu et tout. Je me dis, mais où est-ce qu'elle a cherché ça et tout, comment elle a pu oser aller si loin dans la violence, dans l'humain, dans la détresse, etc. Waouh! C'était oser mettre des mots sur les mots MAUX. C'était oser aborder des sujets qui peuvent paraître
tabous, mais qui pour moi m'ont traumatisée. Moi, je me souviens d'images à la télé, j'étais plus petite, bien sûr, pendant cette guerre du Rwanda, et c'était des choses que je ne comprenais pas. Je n'ai jamais compris cette violence dont les hommes sont capables, et c'était oser écrire sur un thème que somme toute, je crois joli, je crois beau, mais en osant mettre des mots sur des mots. Et au fur et à mesure de mes écrits, outre cet incroyable monsieur qui est Philippe Croison, j'ai demandé, j'ai osé solliciter Vaïmalama Chavez, Miss France 2019, qui a préfacé mon roman qui s'intitule Au-delà des nuages, le soleil brille, puisqu'il parle de harcèlement, il parle de moquerie. Et cette jeune femme, durant des années, a été moquée, discréditée pour ses kilos en trop, traitée de monstre, et elle a réussi à faire un pied de nez à ses détracteurs en se présentant au concours de la plus belle femme de France avec ses rondeurs, et elle a été élue. J'ai aimé sa résilience, j'ai aimé sa maturité. Et puis, j'ai continué à écrire, les lecteurs m'ont fait confiance et m'ont fait ce magnifique cadeau de croire en moi. Et j'avais somme toute le besoin de solliciter l'aval d'une personnalité que vous connaissez. C'est sûr, vous la connaissez, je le crois. J'avais besoin de savoir si j'avais une plume suffisamment fluide, suffisamment à la hauteur de ce rôle de romancière. Et j'ai écrit au culot, en osant, à cette romancière extraordinaire qui est Amélie Nothomb. Amélie Nothomb, qui a une statue au musée Grévin pour la féliciter de l'ensemble des prix qu'elle a obtenus d'un point de vue littéraire. Et en lui écrivant cette lettre, je me suis vraiment demandé, mais qui tu es pour oser faire ceci? Qui tu es pour lui envoyer ton manuscrit? Qui tu es pour lui demander son aval? Et non content qu'elle me l'a donné, mais elle m'a offert de réaliser un rêve de petite fille, celui d'apposer sur un bandeau les mots magnifiques qui ont été les siens. Et enfin, je conclurai sans doute là-dessus. Il y a 10 jours de cela, j'ai eu le bonheur d'écrire un 5e roman. Et quand on parle d'oser, je crois que là, j'avais jamais fait aussi fort. Je me suis levée un matin en ayant ce désir profond qu'une grande chanteuse internationale puisse apposer sa plume dans le cadre de la préface de ce nouveau roman qui s'intitule Que le jour se lève, la mémoire en bagage, et qui traite de ce que l'on appelle en filigrane la perte de la mémoire, les maladies neurodégénératives. Et j'ai contacté, ça n'a pas été chose de simple, mais j'ai contacté pas moins que Lara Fabian. Et Lara Fabian est aujourd'hui la préfacière de ce nouveau roman, puisqu'elle a tristement perdu sa maman de ce que l'on appelle la maladie à corps de Lewy, qui est un mélange entre Alzheimer et Parkinson, et qui s'est retrouvée dans la teneur et dans l'histoire de mes personnages. Quelle belle illustration de oser. Oui. Et on terminera par la persévérance, parce que tu as été quand même très persévérante dans ton parcours. Oui, la persévérance, je crois que c'est un mot qui est à côté duquel on ne peut pas passer, parce que si on a des motivations ponctuelles dans le temps, des objectifs un peu décousus, si on n'a pas vraiment un leitmotiv, une ligne de conduite, un fil conducteur, un fil rouge, on risque de s'égarer. Et moi, cette persévérance dont on parle, elle était capitale pour se dire que je ne dois rien lâcher. Je ne dois rien lâcher, et toujours, et la boucle est bouclée, je ne dois rien lâcher pour ces femmes et ces hommes à qui on a ôté la vie. Et donc, on ne doit pas se lever un matin en se disant « aujourd'hui, j'ai pas envie, je me recouche sous la couette ». C'est trouver la force et la vitalité requise pour se dire qu'indépendamment de la fatigue qui est la nôtre, on va trouver la force d'honorer ses rêves. Et j'espère le faire modestement, mais le faire du mieux possible. Alors pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui ils sont subjugués par ce qu'ils viennent d'entendre dans ta bouche, quels conseils tu pourrais leur donner pour passer le cap? Je crois qu'il faut oser rêver grand, oser rêver fort, oser rêver loin. Il y a suffisamment de paramètres cartésiens, empiriques, pratico-pratiques pour nous ramener les 2 pieds sur terre, mais oser croire que l'on peut réaliser de belles choses, se laisser une chance, briser ce plafond de verre, devenir acteur, devenir moteur, réfléchir à de vrais objectifs, rester dans une motivation de chaque instant et savoir surtout pourquoi on le fait. Je crois qu'on peut réussir de belles choses quand on se lève le matin et qu'on sait pourquoi on le fait. Et on peut se faire aider. Bien sûr. Et j'ouvre mes portes. Oui, ça me fait penser à une phrase que j'ai lue récemment et que je trouve très belle. C'était une photo d'un aigle sur une branche et c'était marqué en dessous, l'aigle assis sur une branche ne fait pas confiance à
à la branche, mais aux ailes qui le portent. Oh. Hein, quelque chose dans C'est ce genre, oui, oui, c'est oui. vrai. Hein, c'est-à-dire faisons confiance à nos ailes, déployons-les et, voilà, et volons loin et haut. Et voilà, et nous pouvons tous le faire. Et je pense que beaucoup de personnes qui se censurent quelque part, hein, ou disent non, c'est pas pour moi. Si, c'est pour vous, chers auditeurs et auditrices de Radio Pétero. Chacun de vous, vous pouvez voler plus loin, plus haut, vous pouvez le faire. Et donc, merci beaucoup Cindy pour cette interview. Merci Ange pour tes questions pertinentes. Merci à Axel à la technique. Bien dans sa peau, bien dans sa tête, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter le podcast sur notre blog sur rphfm.org et Cindy a filmé cet enregistrement. Donc aussi en tapant Cindy Trier sur les différents réseaux sociaux pour nous accompagner dans ce magnifique voyage de développement personnel. À bientôt. Merci infiniment. Merci Cindy, merci Christelle.